Naïla avait grandi dans un quartier reculé à la périphérie de Kintala, une grande ville animée mais profondément marquée par les inégalités. Ses parents, de simples vendeurs de produits agricoles, peinaient à nourrir la famille. Leur journée commençait à l'aube et se terminait souvent sous la lampe vacillante d'une bougie, car l'électricité n'était pas toujours stable. Dès son plus jeune âge, Naïla apprit à vivre avec le poids du manque. Elle observait sa mère, Amina, courbée sur les marchés, criant pour attirer des clients, pendant que son père, Ismaël, transpirait sous le soleil brûlant pour vendre quelques sacs de maïs. Le foyer ne respirait ni tendresse ni joie, chaque geste, chaque parole semblait dictée par la fatigue, la survie, ou parfois la colère. Naïla, pourtant, rêvait d'un monde différent. Ses yeux pétillaient quand elle voyait passer les enfants mieux habillés, rentrant de l'école avec des sacs pleins de livres. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle possédait une soif insatiable de comprendre la vie. Souvent, elle s'asseyait dans la cour poussiéreuse et fixait le ciel, persuadée qu'un destin plus grand l'attendait, loin des murs décrépits de la maison familiale. Son père, Ismaël, était un homme autoritaire. La pauvreté l'avait rendu dur, presque insensible. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses silences lourds résonnaient plus fort que n'importe quel cri. Sa mère, Amina, oscillait entre résignation et colère. Quand la fatigue se mélangeait à l'amertume, elle se déchaînait sur Naïla, l'accusant parfois d'être un fardeau de plus. Mais la petite fille, malgré tout, grandissait avec une étonnante force intérieure. Elle s'accrochait aux rares moments de douceur, le chant du vent à travers les tôles du toit, le sourire furtif d'une voisine, ou les histoires murmurées par une vieille tante venue de loin. Ces fragments de lumière étaient ses trésors. Un soir, alors qu'une pluie battante frappait le quartier, Amina lança à sa fille, la voix dure et tremblante. « Naïla, retiens bien une chose, dans ce monde, personne ne viendra te sauver. Si tu veux exister, il faudra te battre. » Ces mots, gravés comme une cicatrice invisible, allaient hanter Naïla pendant des années. Elle comprit ce soir-là que son destin ne serait pas tendre, mais qu'il lui appartenait de trouver une voie, même dans l'obscurité. Les années passèrent, et Naïla entra dans l'adolescence. Le quartier de Kintala, toujours bruyant et poussiéreux, était devenu pour elle une cage trop étroite. Elle avait désormais 15 ans, et dans ses yeux brillait un mélange de curiosité et de mélancolie. À l'école du quartier, Naïla se lia d'amitié avec 3 filles qui allaient marquer sa jeunesse. Kezia, une jeune fille vive et extravertie, qui n'avait jamais peur de dire ce qu'elle pensait, Mira, douce et rêveuse, toujours perdue dans ses pensées, et Safia, discrète mais rusée, qui observait tout sans en avoir l'air. Ensemble, elles formaient un quatuor inséparable. Les après-midi, après les cours, elles traînaient dans les ruelles, riaient fort, partageaient leurs secrets et leurs espoirs. Pourtant, derrière les éclats de rire, Naïla cachait toujours une ombre. Sa vie à la maison restait difficile, les disputes entre ses parents devenaient plus fréquentes, et elle sentait sur ses épaules le poids de leur déception. Kezia, un jour, lui lança en la voyant silencieuse. « Toi, Naïla, tu penses trop. Tu devrais apprendre à profiter, à vivre comme nous. La vie est courte, tu sais. » Naïla sourit faiblement, mais ses pensées s'étaient déjà envolées ailleurs. Elle observait les grandes maisons du quartier voisin, derrière leurs murs hauts et peints en blanc, et se demandait quel goût pouvait avoir cette autre vie, loin de la misère. C'est à cette période qu'un nouveau personnage entra dans sa vie, le docteur Mensa, un homme respecté dans la communauté. Il n'était pas médecin, mais tout le monde l'appelait ainsi à cause de son savoir et de son influence. Riche, bien habillé, toujours entouré de personnes cherchant ses faveurs, il impressionnait les jeunes du quartier. Un après-midi, alors que Naïla rentrait de l'école, il s'arrêta près d'elle avec sa voiture luxueuse, les vitres teintées baissées. « Naïla, c'est bien ton nom ?» demanda-t-il d'une voix posée mais pénétrante. La jeune fille, intimidée, hocha la tête. « Tu as de beaux yeux. Il porte un feu que peu de gens savent garder. Prends soin de ce feu, il pourrait te mener loin. » Puis il démarra, laissant derrière lui un parfum entêtant et un écho troublant. Naïla sentit son cœur battre plus fort. Pour la première fois, quelqu'un d'influent avait vu en elle autre chose qu'une simple fille pauvre de Kintala. Ce regard, ces mots, allaient déclencher en elle un mélange d'espoir et d'inquiétude. Ses amis, surtout Safia, lui dirent de se méfier. Mais Naïla,
avide de reconnaissance et de changement, garda au fond d'elle ce souvenir comme une promesse silencieuse, peut-être que son destin allait enfin basculer. Les jours suivants, Naïla ne cessait de repenser à cette rencontre. Le regard du docteur Mensah la suivait partout, comme une présence invisible. Elle en parla à ses amis, mais leurs réactions furent partagées. Kezia, toujours directe, s'exclama. « Si c'était moi, je n'hésiterais pas. Un homme comme lui peut ouvrir toutes les portes. Tu veux rester ici, à Quintala, à regarder la poussière ?» Mira, au contraire, posa une main douce sur celle de Naïla. « Méfie-toi, Naïla. Les hommes qui brillent trop cachent souvent des flammes qui brûlent. » Safiya, elle, resta silencieuse, ses yeux plissés d'une méfiance instinctive. Quelques semaines plus tard, le destin les mit de nouveau face à face. Naïla, en revenant d'un marché, vit la voiture noire de Mensah arrêtée à l'ombre d'un flamboyant. La vitre s'abaissa lentement. « Naïla, monte. Je vais te déposer. » Elle hésita, le cœur battant, puis céda. À l'intérieur, l'air sentait le cuir neuf et un parfum boisé. Mensah la regardait avec une intensité troublante. « Tu es différente des autres filles de ce quartier, dit-il calmement. »« Différente, comment ?» osa-t-elle répondre. « Tu as la soif de ceux qui ne se contentent pas de peu. » Ces paroles résonnèrent comme une prophétie. Pour une adolescente en quête d'évasion, elles furent une drogue. Les rencontres se multiplièrent. Parfois, il lui offrait des livres, parfois de petits cadeaux, une montre, un foulard élégant, ou même un simple repas dans un restaurant où elle n'avait jamais osé entrer. Chaque geste renforçait l'idée que cet homme pouvait l'arracher à la pauvreté. Mais derrière son sourire poli, Mensah tissait une toile invisible. Ses questions étaient de plus en plus personnelles. « Tes parents veillent sur toi ? Tes amis ne t'envient pas trop ? Tu m'écouterais si je te disais que certaines personnes ne méritent pas ta confiance ?» Naïla, fascinée, ne voyait pas les chaînes invisibles qui se nouaient déjà autour d'elle. Un soir, il lui glissa. « Le monde est dur, Naïla. Mais avec moi, tu n'auras jamais peur. Je peux t'offrir une vie où personne ne te piétinera. Mais tu dois m'appartenir. Pas à moitié. Entièrement. » Ces mots la firent frissonner. Entre peur et attirance, elle comprit que ce lien n'était plus simplement une faveur d'adulte bienveillant, mais une emprise qui réclamait son âme. Au début, Naïla croyait pouvoir garder le contrôle. Elle se disait que le docteur Mensah n'était qu'un protecteur, un bienfaiteur providentiel. Mais peu à peu, sa présence devint indispensable, presque vitale. Il l'appelait à toute heure. Quand elle ne répondait pas, il apparaissait soudain devant chez elle, son regard sévère dissimulant mal une colère sourde. « Pourquoi m'as-tu ignoré ? » ?»« J'étais avec mes amis. » balbutiait-elle. « Tes amis ? » Son ton se fit glacial. « Elles ne veulent pas ton bien. Moi seule je peux t'élever. » Chaque fois qu'elle tentait de se rapprocher de Kezia, Mira ou Safiya, une dispute éclatait. Mensah semait le doute dans son esprit, jusqu'à l'isoler peu à peu de celle qu'il avait toujours soutenue. Il commença à lui donner de l'argent. Pas des fortunes, mais assez pour que ses parents s'étonnent de la voir rentrer avec de nouveaux habits, des provisions ou même un petit téléphone portable. « Naïla, d'où vient tout ça ?» demanda sa mère, inquiète. La jeune fille baissa les yeux. « C'est un cadeau. » »« De qui ?» Elle resta silencieuse. Mensah, lui, savait manier la tendresse comme l'autorité. Un jour, il lui glissa une enveloppe pleine de billets. « Donne ça à ta famille. Ils croiront que tu es leur fierté. » Naïla, déchirée entre gratitude et malaise, fit ce qu'il demandait. Son père, étonné, bénit sa fille en pensant qu'elle avait décroché un travail honnête. La honte mordait son cœur, mais la fierté dans les yeux de ses parents étouffait ses doutes. Ses amis, elle, voyaient clair. « Naïla, il t'achète » lança Kezia, furieuse. « Tu ne comprends pas, Kezia. Il m'aide, il nous aide tous. »« Aide ? Non. Il t'enferme. » Mira ajouta d'une voix douce mais ferme. « Le jour où tu voudras partir, crois-moi, il ne te laissera pas. » Naïla voulait protester, mais au fond d'elle,
une petite voix confirmait la vérité de ses mots. Pourtant, elle n'avait plus la force de reculer. Mensa avait déjà fermé la porte derrière elle. Et la clé était dans sa main. Les semaines devinrent des mois, et Naïla n'était plus la même. Le rire léger de l'adolescente avait disparu, remplacé par un silence pesant. Même ses pas semblaient plus lourds, comme si chaque mouvement était surveillé par une présence invisible. Le docteur Mensa, autrefois séduisant et mystérieux, montra son vrai visage, celui d'un maître jaloux et possessif. Il contrôlait ses sorties. Quand Naïla voulait aller au marché ou voir ses amis, il exigeait qu'elle l'informe. « Je dois savoir où tu es à chaque instant. Si tu m'aimes, tu ne me caches rien. » Ces mots, prononcés avec douceur, ressemblaient à une promesse. Mais Naïla comprenait peu à peu qu'ils étaient une menace déguisée. Ses amis la perdaient à petit feu. Kezia tenta une dernière fois. « Naïla, regarde-toi. Tu n'es plus libre. » Naïla éclata en sanglots. « Je ne peux pas partir, Kezia, je ne peux pas. » Le piège était parfait. Mensa lui avait offert le confort, mais en échange il avait pris son âme. Elle vivait dans une cage dorée, où chaque sourire, chaque geste devait lui être destiné. Le pire fut quand il commença à dicter ses rêves. « Tu n'as pas besoin de l'université. Je peux t'apprendre moi-même. Mais, j'ai toujours voulu devenir avocate. » Mensa la fixa longuement, ses yeux brûlant d'une colère muette. « La avocate ? Pour défendre qui ? Ceux qui t'ont abandonné ? Tes amis qui t'envient ? Tu ne comprends donc pas que je suis ton seul avenir ? » Naïla se sentit comme une ombre, vidée de sa volonté. Chaque fois qu'elle tentait de se rebeller, Mensa lui rappelait tout ce qu'il avait donné à sa famille. « Sans moi, vous retourneriez dans la misère. Alors sois reconnaissante. » La gratitude forcée devint une chaîne. La peur, un verrou. Peu à peu, Naïla ne se regardait même plus dans le miroir. Elle craignait d'y voir une étrangère. Et dans le silence de ces nuits, une question la hantait. Jusqu'où ira-t-il pour me garder ? Tout bascula une nuit de pluie. Le tonnerre grondait au loin, et Naïla, seule dans sa chambre, rêvait encore d'un avenir où elle aurait pu être libre. Ses cahiers d'école traînaient sur le sol, témoins silencieux de ses rêves abandonnés. Soudain, on frappa à la porte. C'était lui. Le docteur Mensa entra sans attendre de réponse. Son regard était plus sombre que jamais, comme si une tempête intérieure l'avait dévoré. « Naïla, je t'ai donné tout ce que tu as. Et pourtant, tu continues à me fuir. »« Je ne te fuis pas. » dit-elle d'une voix tremblante. « Ne mens pas. Je le vois dans tes yeux. Tu penses encore à partir, à me trahir. » Il s'approcha lentement. Son ombre recouvrait toute la pièce. Naïla sentit son souffle, lourd et brûlant, lui arracher l'air des poumons. « Tu es à moi, Naïla, » murmura-t-il. « À moi pour toujours. » Elle recula jusqu'à heurter le mur. Mais il n'y avait plus d'issue. La douceur feinte s'effaça. À sa place, une cruauté glaciale. Cette nuit-là, Mensa franchit les limites qu'aucun être humain ne devrait franchir. Les cris étouffés de Naïla se perdirent dans l'orage, noyés par la pluie battante contre le toit. Au matin, son corps tremblait encore, mais c'était son âme qui saignait le plus. Elle n'était plus une jeune fille pleine de rêves, elle était devenue une prisonnière de chair et d'esprit. Mensa, satisfait, lui caressa les cheveux comme à une poupée brisée. « Maintenant, tu ne pourras jamais me quitter. » Chaque mot tombait comme un clou dans son cercueil intérieur. Naïla comprit alors que ce qu'il avait pris ne lui serait jamais rendu. Ses amis avaient eu raison, il n'était pas un sauveur. Il était son geôlier, son ombre, son cauchemar. Et dans ses yeux, il n'y avait plus que la peur, et une question qui la hantait. Comment vais-je survivre à cet enfer ? Après cette nuit maudite, Naïla n'était plus la même. Ses yeux, autrefois brillants, s'étaient voilés comme deux rivières asséchées. Elle se déplaçait comme une ombre dans la maison de Mensa, obéissant mécaniquement, parlant à peine. Mais derrière ce silence, une petite braise continuait de brûler, la braise de la survie. Chaque fois que Mensa répétait « Tu es à moi pour toujours », un écho secret se levait en elle « Non, je suis à moi-même. »
Elle n'osait pas le dire à voix haute, mais elle le murmurait en silence, dans ses prières nocturnes. Ses souvenirs d'enfance, les rires avec ses amis, les rêves d'université, tout cela devint sa force cachée. Mensa croyait d'avoir éteint sa lumière, mais il ne savait pas qu'une flamme peut renaître même au fond des ténèbres. Naïla commença à observer. Elle remarqua les moments où Mensa s'absentait, les clés qu'il laissait traîner, les regards de ses domestiques qui, eux aussi, semblaient prisonniers de son emprise. Un soir, alors qu'elle servait le dîner, elle croisa le regard d'une servante. Dans ses yeux, elle lut la même peur, mais aussi une lueur d'encouragement. C'était comme un message muet, « Tu n'es pas seule ». Naïla se remit à écrire. Sur des bouts de papier cachés sous son matelas, elle racontait tout, les abus, la manipulation, la douleur. Ces mots devinrent des armes invisibles. Elle savait qu'un jour, quelqu'un devait lire son histoire, pour que la vérité éclate. Mais Mensa devenait de plus en plus paranoïaque. « Je sens que tu me caches quelque chose. » Il fouillait sa chambre, ses affaires, mais il ne trouva rien. Naïla cachait ses écrits dans un endroit qu'il ne soupçonnait pas, le vieux cahier de prière de sa défunte mère, rangé sur une étagère poussiéreuse. Une nuit, profitant d'une sortie tardive de Mensa, Naïla s'échappa par la petite porte de la cuisine. Ses jambes tremblaient, mais son cœur battait de l'espoir. Elle courut dans les rues sombres, sans savoir où aller, seulement poussée par un désir, vivre. Mais Mensa la retrouva. Il surgit comme une ombre au coin d'une ruelle, son regard enflammé de rage. « Tu crois pouvoir me fuir ? Personne n'échappe à Mensa. » Il la ramena de force, ses doigts serrant son poignet comme des chaînes de fer. Ce soir-là, il la punit plus durement encore. « Si tu tentes encore de partir, je détruirai ta famille. » Ces mots furent pires que les coups. Naïla comprit que sa liberté aurait un prix, et ce prix pourrait être la vie de ceux qu'elle aimait. Alors qu'elle perdait tout espoir, Naïla se mit à prier en silence. Chaque soir, elle invoquait Dieu, les ancêtres, les forces invisibles, n'importe qui pouvait entendre son cri. Un soir, elle rêva de sa mère décédée, vêtue de blanc. « Ma fille, n'aie pas peur. La nuit est longue, mais l'aube viendra. » Ce rêve devint sa force. Même enchaînée, elle se répétait, « L'aube viendra. » Mensa commettait une erreur, il se croyait invincible. Mais son arrogance l'aveuglait. Peu à peu, ses excès attirèrent l'attention. Les voisins murmuraient, les domestiques parlaient entre eux, et un jour, Kezia, l'amie fidèle de Naïla, découvrit la vérité. Elle trouva le cahier secret de Naïla, confié discrètement par une servante courageuse. Ce témoignage glaçant devint une arme. Un matin, la maison de Mensa fut encerclée. La police, alertée par Kezia et appuyée par les preuves écrites de Naïla, força les portes. Mensa hurla, se débattit, clamant que Naïla était « sa femme, son bien ». Mais cette fois, ces mots ne trompèrent plus personne. Naïla, tremblante mais debout, osa dire à haute voix. « Je ne suis pas ta possession. Je suis une personne. » Ces mots, simples mais puissants, brisèrent des années de silence. Mensa fut arrêtée, son regard noir planté sur Naïla comme une promesse de vengeance. Mais elle n'avait plus peur. Les semaines suivantes furent difficiles. Naïla portait en elle les cicatrices de ses souffrances. Mais chaque jour, elle retrouvait un peu de sa lumière. Elle reprit ses études, encouragée par Kezia et d'autres survivantes qui l'entouraient. Son histoire devint un message. Elle parla devant d'autres jeunes filles, leur disant « Ne laissez jamais quelqu'un voler vos rêves. Même dans la nuit la plus noire, gardez l'étincelle. » Naïla avait appris que le mal peut se cacher derrière les plus beaux sourires, que la richesse et le pouvoir peuvent servir de chaîne. Mais elle avait aussi compris qu'aucune cage n'est éternelle, et qu'une flamme, même fragile, peut briser l'obscurité la plus épaisse. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue une survivante. Et son histoire resta gravée comme un avertissement. La vraie prison, ce n'est pas toujours les murs, mais la peur. Et quand on brise cette peur, on retrouve la liberté. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oublie pas de t'abonner, laisse un like et n'oublie de partager et nous dire depuis quel pays regardez-vous la vidéo.